Introduction. Un regard rétrospectif sur une aventure humaine. Par Marc Tremblay. De 2000 à 2021, j'ai eu l'immense privilège d'enseigner dans une communauté autochtone de la Basse-Côte-Nord, à La Romaine. Ces années, riches en apprentissage et en rencontres, ont façonné ma vision de l'éducation et de la vie communautaire. Aujourd'hui, à la retraite, je me replonge avec tendresse dans ces souvenirs, qui ressurgissent non pas dans un ordre chronologique précis, mais au gré de mes réflexions. Les anecdotes, observations et expériences que je partage dans cet essai sont offertes avec simplicité et humilité, sans jugement. Elles témoignent des moments vécus, parfois fugaces, parfois marquants, qui ont jalonné mon parcours. Loin d'être une critique, ce récit est une célébration des instants précieux, trop rapidement passés, qui continuent de m'habiter et de m'inspirer. L'école au cœur des territoires. Une observation nécessaire. Enseignant dans plusieurs communautés autochtones du Québec, j'ai été témoin de réalités éducatives complexes, souvent difficiles à exprimer sans nuance. Les écoles autochtones font face à une pénurie criante d'enseignants qualifiés et de personnel de soutien. Pour combler ces lacunes, certaines doivent engager des individus sans formation conforme aux normes. Si cette solution permet de maintenir un semblant de fonctionnement, elle compromet la qualité de l'enseignement et fragilise les structures éducatives, y compris les directions et les instances régionales. Ces mesures temporaires, bien qu'utiles à court terme, accentuent une détérioration progressive du système. Les effets d'une direction fragilisée. La pénurie de personnel qualifié affecte aussi la gestion des établissements. Pour maintenir un climat scolaire acceptable, certaines directions sollicitent des parents pour jouer un rôle de modérateur en classe. Bien que motivée par un désir de collaboration, cette pratique crée des tensions. Les responsabilités deviennent floues et l'école, au lieu d'être un espace d'apprentissage structuré, se transforme en un lieu public où chacun intervient selon sa propre vision. Ce modèle, malgré ses bonnes intentions, démotive les enseignants, érode la confiance des élèves et alourdit la charge de travail de tous. Des stratégies éducatives déconnectées. Un autre défi réside dans l'imposition de stratégies éducatives élaborées par des décideurs souvent éloignés des réalités locales. Présentées comme novatrices, ces approches sont parfois inadaptées aux communautés autochtones, où le changement s'inscrit dans un rythme plus lent et ancré dans la tradition. Sans concertation ni respect pour les particularités culturelles, ces réformes provoquent des chocs culturels, semant confusion pédagogique, perte de repères et sentiment d'impuissance chez les enseignants et les élèves. L'héritage religieux et éducatif de la Nouvelle-France. Pour comprendre l'éducation actuelle, un retour historique s'impose. Les communautés religieuses de la Nouvelle-France ont jeté les bases du système éducatif québécois. Elles ont fondé les premières écoles, transmis le savoir et instauré une discipline qui, malgré ses excès, a contribué à l'émergence d'une société instruite. Cet héritage est ambivalent. Il porte la marque d'un respect profond pour l'éducation et le travail, mais aussi les cicatrices d'une autorité parfois oppressive. Reconnaître cette dualité, c'est honorer le passé tout en apprenant de ses erreurs pour mieux construire l'avenir. Des espaces créés, puis effacés. Dans une école autochtone, j'ai tenté de bâtir des espaces de créativité. Un studio de photo, de musique, un petit cinéma, des ateliers de mécanique, d'électricité et de menuiserie. Ces lieux visaient à insuffler aux élèves un sentiment d'appartenance et de fierté. Mais après mon départ, ces espaces furent démantelés, transformés en entrepôts ou abandonnés. Les aménagements extérieurs, conçus pour rendre l'école plus accueillante, furent laissés à l'abandon. Même les livres réalisés avec les élèves furent retirés des bibliothèques, accusés d'appropriation culturelle. Ce constat, douloureux, reflète un manque de continuité dans la vision éducative et une méfiance croissante qui freine la reconnaissance des efforts collectifs. La souffrance silencieuse des jeunes. L'école, bien que moderne, était régulièrement vandalisée. Le soir, des jeunes lançaient des pierres, forçaient les portes ou s'introduisaient par des fenêtres mal fermées. Au départ, ces actes me semblaient incompréhensibles. Puis, j'ai perçu une logique différente. Dans leur monde, l'école n'était pas un espace séparé, mais un lieu collectif, sans barrière symbolique. Livrés à eux-mêmes, souvent pendant que leurs parents étaient au bingo, ces jeunes exprimaient un malaise. Leur vandalisme n'était pas un simple acte de destruction, mais un cri d'existence, une tentative de reprendre possession d'un espace qui, le jour, ne semblait pas leur appartenir. Avec le temps, j'ai appris à lire ces gestes autrement. Dans la culture autochtone, la relation au bien matériel diffère souvent de celle de la société majoritaire. Le vandalisme, loin d'être purement malveillant, peut traduire une frustration, une incompréhension ou une souffrance. Une école peut être belle, mais si elle n'est pas vécue comme un lieu d'appartenance, elle ne sera jamais respectée. Ce constat souligne une vérité essentielle. L'appartenance se construit par des relations authentiques et une reconnaissance mutuelle.
Une éducation à rebâtir. Mes années d'enseignement m'ont appris que l'école ne vit pas par ses murs, mais par les liens qu'elle tisse. Aucune stratégie, aussi brillante soit-elle, ne remplacera la relation humaine. L'avenir de l'éducation dans les communautés autochtones repose sur notre capacité à écouter, comprendre et collaborer avec respect. L'école doit redevenir un lieu de transmission, d'éveil et de confiance, où chaque enfant, enseignant et parent se sent à sa place. C'est en bâtissant ces ponts que nous redonnerons à l'éducation sa véritable mission. L'impact des technologies. En 2000, lorsque je suis arrivé à la Romaine, une communauté autochtone de la Basse-Côte-Nord, le paysage technologique était rudimentaire. Un service de télévision par satellite, limité à 5 chaînes, était distribué à chaque résidence par un câble communautaire. Ce système, toutefois, était peu fiable. Une seule personne en assurait l'entretien, et les pannes fréquentes laissaient souvent la communauté sans service. Cette même année, les systèmes satellites individuels ont fait leur apparition, transformant radicalement l'accès à la télévision. Connaissant un peu la technologie, j'ai offert mes services bénévolement après les heures de classe pour aider à installer ces systèmes. Il n'était pas rare qu'une personne se présente à l'école, boîte sous le bras, pour me demander d'installer son antenne satellite après la journée d'enseignement. Certains jours, je pouvais installer entre 5 et 10 systèmes. Cependant, quelques semaines après cette vague d'installation, un constat préoccupant a émergé. Le taux d'absentéisme scolaire des jeunes a grimpé de manière alarmante. La télévision, désormais accessible en continu, semblait capter leur attention au détriment de leur présence en classe. En 2006, une nouvelle compagnie de services satellites est arrivée à la Romaine. Comme plusieurs membres de la communauté n'avaient pas réglé leurs factures avec le fournisseur précédent, une nouvelle vague d'installation a débuté et j'ai de nouveau contribué bénévolement. Cette période a coïncidé avec une autre hausse marquée de l'absentéisme scolaire. Les jeunes, fascinés par un accès élargi aux chaînes, délaissaient l'école, et le phénomène semblait s'amplifier. En 2010, l'arrivée de l'Internet haute vitesse a marqué un nouveau tournant. Avec l'accès aux jeux en ligne, l'attrait pour les écrans s'est intensifié. La fréquentation scolaire, déjà fragile, a atteint un creux historique. Les jeunes passaient des heures sur des jeux vidéo, souvent au détriment de leur sommeil et de leur engagement scolaire. Ce défi persiste encore aujourd'hui et représente l'un des principaux obstacles à l'éducation dans la communauté. Cette expérience m'a amené à réfléchir aux deux visages des technologies. D'un côté, elles offrent un accès à l'information et au divertissement, rapprochant les communautés isolées du reste du monde. De l'autre, elles peuvent exacerber des problèmes sociaux, comme l'absentéisme scolaire, lorsqu'elles ne sont pas accompagnées d'un encadrement adapté. À la Romaine, l'arrivée des technologies a transformé les habitudes, mais elle a aussi révélé la nécessité de trouver un équilibre pour que ces outils servent l'éducation plutôt que de la fragiliser. Les chiens en liberté. À mon arrivée à la Romaine, une communauté autochtone de la Basse-Côte-Nord, j'ai été confronté, comme tout nouvel enseignant, à un phénomène troublant, les chiens errants. Pour les nouveaux venus, ces animaux semblaient abandonnés, livrés à eux-mêmes dans les rues du village. Pourtant, pour les autochtones, ces chiens étaient libres, leur présence étant ancrée dans une vision culturelle où attacher un animal est perçu comme un manque de respect. Cette différence de perspective a engendré des réactions variées parmi mes collègues enseignants, révélant des incompréhensions culturelles profondes et parfois des conflits. Certains enseignants, touchés par ce qu'ils percevaient comme de la négligence, adoptaient une posture de sauveur. Ils allaient jusqu'à organiser, à leurs frais, le transport de chiens vers des familles d'accueil dans leur ville d'origine. D'autres, dans un élan de compassion, commençaient à nourrir un chien pour se retrouver rapidement avec une dizaine d'animaux sur leur balcon. Les chiens, loin d'être naïfs, profitaient de cette générosité. D'autres encore se voyaient comme des missionnaires, cherchant à sensibiliser les autochtones à une vision plus moderne du soin des animaux. Ces tentatives, souvent maladroites, étaient généralement mal reçues, car elles semblaient imposer des valeurs extérieures à la communauté. Cette situation n'était pas sans conséquences. Certains enseignants, rebutés par la présence des chiens, quittaient leur poste, incapables de s'adapter. À l'opposé, ceux qui les aimaient trop invitaient les chiens dans les logements fournis par l'école, causant des dégâts aux meubles et perturbant l'harmonie entre collègues. Ces divergences d'approche ont parfois engendré des conflits profonds au sein du corps enseignant, divisant les groupes entre ceux qui voulaient intervenir et ceux qui préféraient s'abstenir. Avec le temps, j'ai compris qu'il ne nous appartenait pas de juger ou de donner des leçons. Dans la culture autochtone de la Romaine, les chiens en liberté jouaient un rôle, notamment comme chiens de chasse, leur état de faim aiguisant leur instinct. Cette expérience m'a appris une leçon essentielle. En arrivant dans une communauté autochtone, il faut chercher un équilibre. Notre rôle, en tant qu'enseignant, est de nous concentrer sur notre mission, transmettre le savoir, tout en respectant les valeurs et les pratiques de la communauté.
Tenter de changer ce qui nous semble étranger risque de nous détourner de notre objectif et de créer des tensions inutiles. L'envie d'adopter l'un de ces chiens est souvent forte pour les nouveaux enseignants, motivés par un désir de les protéger. Pourtant, ceux qui ont tenté l'expérience ont presque toujours connu une profonde déception. La raison réside dans les comportements uniques de ces chiens, façonnés par leur environnement et leur génétique. Dans le village, un mâle alpha domine souvent la meute. Plus fort et plus imposant, il s'accouple en priorité, transmettant ses gènes aux portées suivantes. Dans un contexte où la nourriture est rare, seuls les plus robustes survivent, se nourrissant en premier, parfois même au détriment des chiots plus faibles. Trouver de la nourriture est un défi constant. Un simple bruit, comme celui d'une cuillère frappant une casserole, suffit à faire surgir une dizaine de chiens, prêts à bondir pour saisir la moindre miette. Ces chiens ont appris dès leur naissance à avaler leur nourriture à toute vitesse pour éviter qu'elle ne soit volée. Même placés dans un environnement calme et sécuritaire, ils conservent cette habitude, allant jusqu'à régurgiter leur repas pour le consommer plus tard, à l'abri. Ce comportement peut poser des risques, notamment pour les enfants. Lorsqu'un chien a de la nourriture en bouche, il peut devenir agressif, défendant farouchement sa prise. Les enseignants doivent donc être prudents et garder les enfants à distance. Ces chiens, adaptés à un contexte de survie, ne s'épanouissent pas toujours dans un cadre domestique. Leur nature, forgée par les conditions de la réserve, les rend profondément liés à cet environnement. Cette réalité renvoie à des événements tragiques du passé. Dans le nord du Canada, des incidents où des chiens ont attaqué de jeunes enfants ont marqué l'histoire, notamment dans une communauté inuite où les autorités ont abattu tous les chiens en réponse. Cet événement, pour lequel le Canada a dû présenter des excuses, rappelle la nécessité de comprendre le rôle unique des chiens dans ces communautés. Ils ne sont pas des animaux de compagnie au sens occidental, mais des êtres adaptés à un mode de vie spécifique. Pour les enseignants, cette leçon invite à respecter les dynamiques locales et à réfléchir avant d'intervenir dans un écosystème qui, bien que déroutant, a sa propre logique. Nourriture, jeux et imprévus. À la Romaine, une communauté autochtone de la Basse-Côte-Nord, j'ai rapidement appris que les dynamiques culturelles et les imprévus façonnent profondément le quotidien des enseignants. L'une de mes premières observations a été faite lors de la remise des bulletins scolaires. Au primaire, la présence des parents était faible. Au secondaire, elle était quasi inexistante. Pour remédier à cette situation, nous avons décidé d'offrir un goûter lors de ces événements. Le résultat fut frappant. Les parents sont venus en grand nombre. Nous avons alors compris une norme essentielle de la communauté. Tout événement important s'accompagne d'un buffet. Intégrer cette pratique est devenu une clé pour mobiliser les familles et renforcer leur engagement envers l'école. Cependant, organiser des événements scolaires demandait une planification minutieuse, car de nombreux facteurs pouvaient les compromettre. Le bingo, par exemple, était notre plus grand ennemi. Présent tous les soirs, il attirait une foule considérable, rendant impossible la tenue d'un événement concurrent. Lors d'un décès dans la communauté, l'école et tous les services publics fermaient, parfois pendant 2 jours, en signe de respect. La météo, imprévisible dans cette région isolée, pouvait également bloquer l'arrivée d'enseignants, de matériel éducatif ou même des provisions nécessaires pour un buffet. Ces imprévus, hors de notre contrôle, pouvaient faire dérailler les plans les mieux préparés. Les grands rassemblements culturels et les fêtes religieuses, en revanche, attiraient toujours une foule importante, en grande partie grâce à l'abondance de nourriture. Ces événements révélaient l'importance des traditions communautaires et du partage culinaire dans la culture de la Romaine. Pour les enseignants, souvent issus d'un milieu extérieur, il était crucial d'apprendre à naviguer ces réalités. Beaucoup de mes collègues ont été déçus, voire découragés, par ces circonstances imprévisibles, faute de les avoir anticipées. Cette expérience m'a enseigné une leçon fondamentale. Dans une communauté autochtone, la réussite d'un enseignant repose sur sa capacité à communiquer et à s'adapter. Comprendre les normes culturelles, comme l'importance des buffets, respecter les priorités communautaires, comme le bingo ou les périodes de deuil, et anticiper les imprévus logistiques sont essentiels. La communication, tant avec les membres de la communauté qu'entre collègues, devient le pilier pour bâtir des ponts et maintenir l'engagement éducatif, malgré les défis. L'environnement à la romaine. Lorsqu'un nouvel enseignant arrive à la romaine, il est souvent bouleversé par l'environnement qui l'accueille. Les déchets, papier, contenants, emballages, jonchent le sol, portés par le vent ou éparpillés dans le village. Pour un étranger, l'instinct est de ramasser ces débris, dans un réflexe de propreté ou d'ordre. Mais cette action, bien intentionnée, peut être mal interprétée par la communauté. Ramasser les déchets, c'est risquer d'être perçu comme quelqu'un qui juge ou critique les pratiques locales, voire qui insulte les résidents. Ce constat, vécu par de nombreux enseignants, m'a poussé à réfléchir aux raisons derrière cet état de fait. Plusieurs facteurs expliquent la présence des déchets.
D'abord, la gestion des poubelles pose problème. Pour que les déchets soient jetés, encore faut-il que les poubelles soient vidées régulièrement. À la romaine, le vent, omniprésent, se charge souvent de disperser ce qui est jeté. Les chiens, laissés libres dans la communauté, aggravent la situation en fouillant dans les poubelles et en éparpillant leur contenu. À cela s'ajoute un phénomène particulier. Certains enfants mettent le feu aux poubelles, par jeu ou par défi. Par mesure de sécurité, les poubelles près de l'école ont d'abord été éloignées, puis supprimées, pour éviter tout risque d'incendie. Il y a aussi une dimension culturelle à considérer. Autrefois, les objets étaient fabriqués à partir de matériaux naturels, comme l'écorce de bouleau, qui se décomposait naturellement. Jeter au sol était alors un retour à la terre, sans conséquences durables. Aujourd'hui, les produits modernes, souvent suremballés, dominent les centres d'alimentation de la communauté. Les jeunes, qui passent leur soirée à grignoter, souvent des aliments transformés, ne cherchent pas toujours une poubelle pour leurs emballages. Dans la liberté qu'offre la réserve, loin des pressions sociales des villes où ils adoptent des comportements plus conformes, les déchets s'accumulent naturellement. Avec le temps, j'ai compris qu'il ne servait à rien de juger. Les enseignants qui arrivent à la romaine doivent apprendre à naviguer cet environnement avec humilité. Ramasser un déchet peut sembler anodin, mais il sera peut-être récupéré par un chien ou emporté par le vent. Ce cycle, presque une forme de recyclage informel, reflète une réalité complexe, ancrée dans des dynamiques culturelles, logistiques et environnementales. Plutôt que de vouloir changer les choses, il est plus sage d'observer, de comprendre et de s'adapter, tout en respectant la communauté qui nous accueille.